Toujours dans cette signalisation intracellulaire, on va voir maintenant les outils utilisés par cette signalisation intracellulaire, c'est-à-dire les outils utilisés par la cellule afin d'assurer cette signalisation intracellulaire pour avoir une amplification de signal et, si vous voulez, une réponse plus marquée, une réponse physiologique plus marquée. Alors, les outils utilisés sont, en premier lieu, c'est le récepteur. Deuxième lieu, vous avez les protéines adaptatrices. Troisième lieu, vous avez les enzymes de signalisation. Et quatrième lieu, vous avez les messagers intracellulaires diffusibles, ce qu'on appelle des messagers secondaires. C'est le second messager. Il est fabriqué à l'intérieur de la cellule réceptrice, c'est-à-dire cellule cible, et ça n'a rien à voir avec la cellule émettrice, celle qui va sécréter l'hormone. Maintenant, l'ordre chronologique, il n'est pas toujours obligatoire. Protéines adaptatrices, enzymes et messagers intracellulaires. Ce qui est important, c'est toujours le déclenchement de la signalisation intracellulaire nécessite l'association de l'hormone avec le récepteur, mais après, tout dépend le récepteur, tout dépend l'hormone, tout dépend la voie de signalisation. Tu peux avoir l'intervention de l'enzyme signalisation, puis adaptatrice, puis second messager. Je peux avoir enzyme, puis second messager. Donc tout dépend, toute voie a ses particularités. Alors, sur le schéma, on simplifie, si vous voulez, les différents outils sur le même schéma afin que vous compreniez mieux. Alors, regardez, la première des choses, c'est que la fixation de l'hormone sur le récepteur. S'il n'y a pas fixation de l'hormone sur le récepteur, je le dis, je le redis, il n'y aura pas de signalisation intracellulaire. D'ailleurs, la planche qui va venir, ça va traiter le rôle du récepteur et vous allez voir que c'est le traitement du signal. Deuxième des choses, c'est quand mon récepteur a fixé mon hormone, là, mon récepteur, il est apte à activer des protéines, les outils. Là, l'exemple, c'était une enzyme. Cette enzyme, activée par le récepteur lié à son hormone, va activer une deuxième enzyme. Et cette deuxième enzyme va activer la troisième. Sauf que l'activation de l'enzyme E2 sur E3, je ne peux pas le faire directement, donc j'aurai recours à une protéine adaptatrice. C'est une sorte d'échafaudage qui va faire le lien entre l'enzyme 2 et l'enzyme 3. C'est comme si une transmission d'électricité. Et là, quand cette protéine adaptatrice, elle est là, elle va assurer la transmission du signal de l'enzyme 2 à l'enzyme 3. Et cette enzyme 3, puisque c'est une enzyme, elle va transformer le substrat A en produit B. Et le produit B, là, je vais l'appeler le second messager. C'est des petites molécules synthétisées à l'intérieur de la cellule, comme vous voyez bien. Et ces molécules-là, chaque molécule va cibler une enzyme. Peut-être les mêmes enzymes, chaque enzyme est ciblée par une molécule, dans notre cas E4, E4, E4. Comme je peux avoir chaque molécule second messager, elle peut, si vous voulez, stimuler des enzymes, des protéines, d'autres voies de signalisation. Là, j'ai commencé avec une seule molécule d'hormone, avec une seule molécule de récepteur, et j'aurai plusieurs voies de signalisation. Imaginez-vous si j'ai un deuxième récepteur, un troisième récepteur avec hormone, donc j'aurai vraiment une ramification importante de ces voies de signalisation. Et le but dans tout ça, c'est, vous voulez avoir une réponse rapide et plus marquée. Ça sera vraiment plus marqué parce que c'est amplifié. Et là, je ne serai pas obligé d'utiliser une quantité importante d'hormones. C'est-à-dire une seule molécule déjà, elle me donne déjà un signal 10 à 100 fois plus. Alors, on commence par les récepteurs. Alors, les récepteurs, comme je viens de vous dire, leur rôle principal, c'est quoi? C'est que c'est eux qui vont recevoir, si vous voulez, le signal exogène, c'est-à-dire le signal extracellulaire. C'est-à-dire le premier lieu du traitement du signal extracellulaire qui est l'hormone, ça sera le récepteur. Donc, il va assurer le récepteur la reconnaissance du signal intercellulaire. Quand il y aura une reconnaissance, il va lancer la signalisation intracellulaire. Donc, le récepteur, en réalité, c'est l'intermédiaire entre la signalisation extracellulaire par reconnaissance hormonale et la signalisation intracellulaire parce qu'il sera le premier facteur déclenchant de cette signalisation intracellulaire. Et l'exemple parlant, si j'ai un récepteur sans hormone, j'aurai pas une signalisation intracellulaire. Donc le fait que mon récepteur sera excité par fixation de l'hormone spécifique va déclencher cette signalisation intracellulaire qui est la transduction du signal. Et c'est pour ça qu'on a dit, seules les cellules qui possèdent une protéine spécifique qui est le récepteur, et je vous rappelle que les récepteurs, ils sont la plupart du temps, c'est des glycoprotéines, voire des protéines.
qui vont fixer l'hormone d'une manière spécifique. C'est pour ça, vous allez voir, chaque cellule cible, si elle n'a pas le récepteur approprié pour l'hormone, il n'y aura pas déclenchement de la signalisation intracellulaire. Donc c'est le premier niveau qui va assurer non seulement la reconnaissance de la signalisation intercellulaire, c'est-à-dire la fixation de l'hormone, et en même temps c'est lui qui va enclencher la signalisation intracellulaire. Donc les caractéristiques de ce récepteur, c'est qu'il doit avoir certaines caractéristiques. Comme je vous ai dit ce matin dans le cours, c'est que la relation entre l'hormone et le récepteur, c'est presque la même chose comme la relation entre l'enzyme et son substrat. Donc l'hormone là, déjà, elle doit être reconnue par un récepteur spécifique. C'est pour ça qu'on a dit ici, la spécificité, elle est importante. Cette spécificité-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que là, je vais assurer pour chaque hormone une réponse. C'est-à-dire une hormone qui va se fixer sur son récepteur d'une manière spécifique. Là, c'est la même chose. La spécificité, elle peut être étroite comme elle peut être large. J'ai certains récepteurs, ils exigent uniquement leur récepteur, mais j'ai d'autres récepteurs, certes ils sont spécifiques à leurs hormones, mais ils peuvent fixer d'autres hormones si ces hormones-là, ils sont en excès. C'est si vous voulez l'exemple de l'aldostérone, le récepteur de l'aldostérone, il est spécifique à l'aldostérone, mais si j'ai une quantité importante de cortisol, le cortisol va se fixer sur le récepteur de l'aldostérone. Et ça, ce récepteur était dédié à l'aldostérone, mais tellement il y a une quantité importante de cortisol, elle s'est fixée aussi. Et cette spécificité-là, elle est un petit peu large. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est l'affinité. L'affinité, elle est importante. Pourquoi? Parce que non seulement cette affinité doit dépasser l'affinité de l'hormone par rapport au transporteur, mais surtout l'affinité elle est importante parce que si j'ai des petites quantités d'hormones, j'aurai une signalisation cellulaire. Donc si j'ai 2, 3 molécules d'hormones, je sais très bien que ces 3 molécules d'hormones, 4 molécules d'hormones, une petite quantité va faire la signalisation. Donc l'affinité elle doit être vraiment très grande. Donc la quantité elle est faible et j'aurai, si vous voulez, l'activation de la signalisation intracellulaire. Vous avez aussi la troisième caractéristique, la saturabilité. La saturabilité aussi, elle est importante. Si mes récepteurs, elles sont là, et j'ai une quantité importante d'hormones, si mes récepteurs existants sur la membrane cytoplasmique sont saturés, là, vous voyez que même s'il y a augmentation de l'hormone, donc j'aurai pas l'effet parce que l'effet est assuré par la fixation de l'hormone sur le récepteur et pas sur le récepteur lui-même ou l'hormone lui-même. C'est le complexe, c'est-à-dire c'est la relation, c'est la fixation du récepteur, l'hormone sur le récepteur. Quatrième caractéristique, c'est la réversibilité. Cette réversibilité, elle est importante, c'est parce que quand on fixe l'hormone, il y en a, si vous voulez, il y aura une signalisation intracellulaire. Quand on termine, il faut que mon récepteur relâche l'hormone pour qu'elle soit éliminée, soit métabolisée, ce que vous voulez. L'essentiel, dès qu'on termine, il doit, si vous voulez, laisser la place du récepteur vide. Si on ne peut pas dans certaines situations, il y a certaines situations où là, on va internaliser et le récepteur et l'hormone. Là, quand on va internaliser, soit je vais dégrader tout et je resynthétise le récepteur, soit quand on va internaliser, on va séparer l'hormone du récepteur, le récepteur, je le recycle et l'hormone, je le dégrade. Ça, c'est les caractéristiques, si vous voulez, par rapport à la relation entre l'hormone et le récepteur. C'est-à-dire, ça, c'est en relation avec la fixation de l'hormone. Maintenant, l'hormone est fixée sur son récepteur. Là, il y a un autre phénomène qui est important. C'est lui qui va enclencher la signalisation intracellulaire. Ça s'appelle le couplage. C'est-à-dire, c'est qu'il faut que ma cellule sache que mon récepteur a fixé l'hormone. C'est ce qu'on appelle le couplage. C'est-à-dire, ça va commencer la signalisation intracellulaire et c'est très important. Et pour chaque récepteur, par rapport à son hormone, il y a toujours un mode de couplage pour dire qu'on doit commencer la signalisation intracellulaire. Et on va voir au fur et à mesure les exemples. Maintenant, la classification des récepteurs. Déjà, on a dit sur la classification, mais on va redire aussi. C'est que les récepteurs, ils sont subdivisés en deux classes. Vous avez les récepteurs transmembranaires et vous avez les récepteurs
intracellulaire. Alors les récepteurs transmembranaires, c'est des récepteurs qui vont recevoir les hormones, si vous voulez, les hormones surtout hydrophiles. Et les récepteurs cytoplasmiques sont ceux qui vont recevoir les hormones de propriété liposoluble. Alors maintenant pour les hormones, si vous voulez, pour les hormones hydrosolubles, donc c'est des récepteurs transmembranaires. Je dis transmembranaire, c'est que j'aurai trois domaines. J'ai un domaine extracellulaire, c'est le domaine qui va fixer l'hormone. J'ai un domaine transmembranaire, celui qui va assurer, si vous voulez, la transmission du signal. Et vous avez le domaine intracellulaire, celui qui va enclencher la signalisation intracellulaire et celui qui va faire l'amplification du signal et qui va assurer la transduction du signal. Alors maintenant les récepteurs membranaires. Alors on les classe par rapport à leur activité, à leurs propriétés. Et chaque hormone, elle a un type de récepteur, surtout les hormones hydrosolubles. C'est pour ça que j'ai écrit ici les hormones hydrosolubles, à savoir les peptides, les monoamines, c'est-à-dire ils dérivent des acides aminés, les prostaglandines. Là, les récepteurs, l'hormone, elle se fixe sur le récepteur, elle n'a pas la capacité de traverser la membrane cytoplasmique. Et regardez là, je reviens sur la notion de internaliser le récepteur. C'est-à-dire, si je termine et je vois que l'hormone, je peux l'internaliser. Après, soit je le recycle, soit je le dégrade et je le resynthétise une autre fois. Là, la première question pour classer ces récepteurs transmembranaires à poser, c'est que est-ce que mes récepteurs sont des canaux ioniques? C'est-à-dire, si je dis un récepteur canal ionique, c'est-à-dire le canal ionique là, il est là pour faire rentrer des ions, peut-être pour les faire sortir, tout dépend le canal ionique. Maintenant, si je vous dis un canal ionique, il a la propriété d'être récepteur, donc je dois chercher le lieu de fixation de l'hormone. C'est important. Donc la première des choses à chercher dans les différentes classes des récepteurs transmembranaires, est-ce que mon récepteur lui-même qui va fixer l'hormone est un canal ionique? Si c'est le cas, on va les appeler les récepteurs ionotropiques. Maintenant, si c'est le cas inverse, ça sera les récepteurs non canaux ioniques. Là, j'ai des différents niveaux. On va voir la deuxième question à poser là, puisque les récepteurs les plus répandus, c'est les récepteurs couplés aux protéines G. Ces récepteurs-là, c'est des récepteurs transmembranaires, sauf que à l'intérieur de la cellule, il y a une protéine G qui va se fixer sur le récepteur. Quand elle sera fixée, on va voir, c'est quand il y aura une fixation de l'hormone sur le récepteur, j'aurai fixation de la protéine G sur le récepteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle un couplage. C'est-à-dire le fait qu'il y ait fixation de l'hormone sur le récepteur, là, il y a une excitation du récepteur, il va appeler la protéine G à venir. Et la protéine G, c'est elle qui va enclencher la cascade intracellulaire et on va voir comment. Donc, si mes récepteurs sont couplés à la protéine G, regardez, j'active la protéine G et ma protéine G va cibler des effecteurs. Et ces effecteurs-là vont cibler soit des enzymes, soit un canal ionique. Et là, le canal ionique, ce n'est pas un canal récepteur, mais c'est un canal ionique de court qui va, si vous voulez, faire rentrer un ion, va sortir un ion. L'enzyme là, c'est ma protéine G, elle va activer un effecteur qui va activer l'enzyme. Peut-être cette enzyme là, elle va synthétiser un second messager. Et mon second messager va continuer à travailler, à faire l'amplification du signal. Ça, c'est la deuxième question à poser. La première question, c'était, est-ce que mon récepteur est doué? Il est un canal ionique. Deuxième, est-ce qu'il est couplé à une protéine G? Maintenant, si ce n'est pas ni le premier ni le deuxième, je vais poser la question. Donc, si ni canal ionique ni couplé à la protéine G. Troisième, est-ce que mon récepteur a une activité enzymatique? Maintenant, s'il n'a pas d'activité enzymatique, est-ce que mon récepteur est couplé à une enzyme? Donc, les deux cas. On va voir avec les récepteurs enzymatiques. Les récepteurs enzymatiques, j'ai trois types. Alors, j'ai les récepteurs à guanylate cyclase, c'est-à-dire que le GMP, je vais faire une cyclisation. Ça devient GMP cyclique. Alors, maintenant, j'ai les récepteurs à protéine kinase. Là, c'est que c'est le récepteur lui-même est doué d'une activité. C'est-à-dire, à l'intérieur de mon récepteur, je trouverai l'enzyme. Là, c'est ça ce qu'on appelle un récepteur enzymatique. C'est exactement la même chose quand je vous dis récepteur canal ionique. En même temps, il fixe, en même temps, il fait rentrer un ion. Enzymatique, c'est la même chose. En même temps, il fixe, en même temps, il assure une activité catalytique.
Alors, l'activité catalytique pour le récepteur guanylate cyclase, c'est la cyclisation de GMP. Maintenant, pour les récepteurs à protéines kinase, c'est-à-dire la kinase, ils vont phosphoryler. Alors, le lieu de phosphorylation, et je vous ai dit, les auteurs, la plupart des auteurs à l'intérieur de la cellule, c'est des protéines, donc on va phosphoryler des protéines. Alors, où on va phosphoryler les protéines? On va les phosphoryler soit au niveau de la tyrosine, soit au niveau de la sérine thréonine. Alors, l'analogie entre les trois, c'est que c'est des acides aminés alcool. Donc, ce que je peux faire, si mon récepteur cible les tyrosines, je vais l'appeler récepteur à activité enzymatique tyrosine kinase. Maintenant, si le récepteur, il va cibler sérine thréonine, je vais l'appeler sérine thréonine kinase, c'est-à-dire ils vont phosphoryler la sérine thréonine kinase. Et là, j'attire votre attention et j'anticipe un petit peu, c'est que ces récepteurs-là, non seulement ils vont phosphoryler d'autres protéines, mais ils peuvent aussi s'autophosphoryler, c'est-à-dire le récepteur lui-même, il commence à s'autophosphoryler. Il prendra ses tyrosines libres et commence à les phosphoryler. La même chose pour sérine thréonine. Si mon récepteur contient de la sérine, de la thréonine, il va commencer à s'autophosphoryler. Maintenant, si ce n'est pas des protéines G, si ce n'est pas canal ionique, si ce n'est pas des récepteurs doués d'une activité enzymatique, là, ça sera des récepteurs couplés à une enzyme. C'est-à-dire là, il faut faire très attention, c'est que l'enzyme, il n'a pas d'activité enzymatique. Il est collé à une enzyme. Et cette enzyme-là, elle va assurer, si vous voulez, la catalyse enzymatique. Mais quand elle va assurer cette catalyse enzymatique, elle va l'assurer après fixation de l'hormone sur le récepteur. Donc, quand il y aura fixation de l'hormone sur le récepteur, là, mon enzyme elle sera recrutée. Et quand elle sera recrutée, elle commencera à phosphoryler. Et là, c'est la même chose, c'est qu'elle peut commencer à phosphoryler sur le récepteur, comme elle peut phosphoryler d'autres protéines voisines. L'essentiel, si je phosphoryle le récepteur ou d'autres protéines voisines, le but c'est quoi? C'est de faire pour assurer une amplification du signal. Donc, j'aurai les récepteurs couplés à une enzyme, les types de l'enzyme couplés, soit des récepteurs couplés à une tyrosine kinase. La tyrosine kinase, c'était à l'intérieur de l'enzyme, maintenant ça c'est à l'extérieur. On va le recruter après le couplage entre le récepteur et l'hormone. Et vous avez aussi les récepteurs couplés à une sérine thréonine kinase. Il y a d'autres récepteurs, je les ai classés autres récepteurs, mais ce n'est pas le moment de les citer. Mais ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que les récepteurs transmembranaires, il faut savoir que ça existe des récepteurs ionotropiques, c'est-à-dire en même temps c'est un récepteur, en même temps c'est un canal ionique. Si ce n'est pas le cas, ça sera récepteur non canal-ionique, et là j'aurai deux types. J'aurai ce récepteur couplé à la protéine G et ceux qui ne sont pas couplés à la protéine G. Ceux qui ne sont pas associés à la protéine G, j'ai deux types. J'ai les récepteurs enzymatiques, c'est-à-dire le même récepteur, il est doué d'une activité enzymatique, soit le récepteur, il est dépourvu d'une enzyme, mais dès qu'il sera actif, il va s'associer à une enzyme. Et je l'appelle couplé à une enzyme. Alors maintenant, pour les récepteurs nucléaires. Pour les récepteurs nucléaires, c'est que le récepteur nucléaire déjà, c'est que c'est des récepteurs en réalité intracellulaires. Sauf que l'emplacement, il est différent d'une hormone à une autre. Pour certains hormones, le récepteur, il est à l'intérieur du cytoplasme. Pour d'autres, il est à l'intérieur du noyau. Alors, que ce soit des hormones liposolubles, donc j'ai certains qui vont se fixer avec le récepteur au niveau cytoplasmique, ils vont migrer vers le noyau. Et rappelez-vous, je vous ai dit, c'est une translocation. Maintenant, si l'hormone va diffuser dans le cytoplasme, elle va continuer à diffuser et elle sera à l'intérieur du noyau, elle va se fixer sur son récepteur. Là, il y a une exception pour les autres hormones stéroïdiennes et les vitamines. Là, c'est liposoluble, donc elles passent directement à travers la membrane cytoplasmique par diffusion. Par contre, les hormones thyroïdiennes, non seulement ils ont des transporteurs spécifiques pour les faire rentrer, mais aussi il y a une autre exception, c'est que mes hormones thyroïdiennes, ils ont des récepteurs nucléaires qui vont assurer une transcription, une signalisation via la transcription de l'ADN, mais aussi ils ont des récepteurs au niveau cytoplasmique. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire très attention, c'est pas tout le temps dire que
les hormones liposolubles, ils ont uniquement des récepteurs nucléaires. Et les hormones liposolubles, ils ont uniquement, peut-être pour les hydrosolubles, vous pouvez dire que c'est transmembranaire. C'est 100% juste. Par contre, pour les liposolubles, il faut faire très attention. Les hormones thyroïdiennes, ils ont des récepteurs membranaires. Et les deux, ils vont assurer des rôles physiologiques différents. D'ailleurs, pour les hormones thyroïdiennes, il y a des rôles, on va les appeler rôles génomiques, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir sur l'ADN. Il y a d'autres, ça sera non génomique via les récepteurs membranaires. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans ces récepteurs nucléaires, pourquoi on va les appeler récepteurs nucléaires, que ce soit cytoplasmique ou noyau nucléaire réellement, c'est parce que le lieu d'action de ces récepteurs, ça sera au niveau de l'ADN. C'est-à-dire l'ADN, il est là, mes récepteurs, ils vont se fixer sur mon ADN. Et là, la fixation de l'ADN, l'ADN, on va l'appeler élément 6, et l'hormone, et le récepteur qui fixe l'hormone, on va l'appeler élément trans. Et là, j'aurai pour le récepteur, j'ai écrit ici 6 domaines, mais chaque domaine, il a certaines particularités. On va le voir à la fin du cours dans le chapitre récepteur nucléaire, mais brièvement, il a un domaine pour fixer l'hormone, il a un domaine pour être fixé sur l'ADN. Et là, il va assurer, si vous voulez, le récepteur, l'intermédiaire entre l'hormone, qui est le premier messager, et mon ADN. Il y a d'autres zones, et vous regardez bien, là j'ai dessiné le récepteur sous forme démérique, parce que la démérisation, elle est importante chez les récepteurs nucléaires. C'est ce qu'on appelle, c'est le couplage. C'est-à-dire, le couplage, c'est ça, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a une fixation de l'hormone sur le récepteur, il y a un dédoublement du récepteur et fixation sur l'ADN. Et là, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que dans les récepteurs nucléaires, regardez, c'est que le récepteur, il peut transmettre la signalisation de plusieurs hormones. Et le cas, je l'ai donné, c'est la dihydrotestostérone et la testostérone. Ils ont le même récepteur, mais vous allez voir que la forme active de la testostérone, c'est la dihydrotestostérone. Alors maintenant, en ce qui concerne l'interaction entre l'hormone et le récepteur, je viens de vous dire, c'est que le récepteur, la relation entre le récepteur et l'hormone, c'est exactement la même chose comme celle de l'enzyme avec le substrat. Sauf que là, il faut faire très attention. Ce récepteur-là, vis-à-vis de l'hormone, il est là pour fixer et faire le couplage, mais il n'est pas là pour transformer l'hormone. Donc il faut faire très attention. Mais chez le fait de dire que le récepteur, il est doué d'une activité enzymatique, mais cette activité enzymatique, elle va être utilisée à l'intérieur de la cellule. Vis-à-vis de l'hormone, le récepteur, il est là, son rôle, c'est quoi? C'est de fixer. C'est-à-dire, je veux fixer, donc j'aurai besoin d'une affinité. Donc je fixe et je transmets le signal à la cellule. Comment je transmets? J'active la partie enzymatique si c'est un récepteur enzymatique. Mais là, si vous me parlez sur la relation hormone-récepteur, là, il faut dire que c'est fixation. Et la fixation, elle est spécifique. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le seul élément qui est apte à reconnaître l'hormone d'une manière spécifique et transmettre le signal à l'intérieur de la cellule. Maintenant, l'intensité de la transmission du signal, elle dépend de quoi? Elle dépend en réalité du complexe hormone-récepteur. Parce que si je n'ai pas complexe hormone-récepteur, je n'aurai pas la réponse. Donc, en réalité, c'est la concentration de l'hormone avec l'affinité de l'hormone et la concentration du récepteur. Alors, je vous donne un exemple. Si j'ai 100 molécules d'hormones et j'ai 20 molécules de récepteurs, donc j'aurai 20 molécules d'hormones qui vont agir. Maintenant, si j'ai 100 molécules d'hormones avec 100 molécules de récepteurs, je sais que l'intensité, elle va être plus. Maintenant, si j'ai 100 molécules d'hormones, mais avec un récepteur avec une affinité très faible, là, je sais que la réponse, elle ne sera pas la même avec si j'ai des récepteurs avec 100 récepteurs, mais avec une affinité importante. Donc, c'est pour ça qu'on a dit la concentration de l'hormone, la concentration du récepteur et l'affinité. C'est quoi? C'est les trois facteurs qui vont jouer sur la quantité et la formation du complexe hormone-récepteur, qui est responsable de l'enclenchement, si vous voulez, de la signalisation intracellulaire. Et c'est pour ça, je vous ai dit dans le cours ce matin, c'est un niveau de régulation. C'est d'intervenir sur le récepteur. Si je le casse, je l'inhibe et tout, j'aurai pas de signalisation. Pourquoi? Parce que cette signalisation intracellulaire, elle est dépendante du complexe hormone-récepteur.
Maintenant, dès qu'il y a une fixation du récepteur, pardon, de l'hormone sur son récepteur, là, ça va commencer, si vous voulez, la transduction du signal par le premier phénomène qui est là, le couplage. Et bien, le couplage, à certains moments, vous allez voir que le couplage, la plupart du temps, c'est une phosphorylation. C'est pas tout le temps, mais la plupart, surtout tout ce qui est récepteur à activité enzymatique ou couplé à une activité enzymatique, vous allez voir que le couplage, c'est quoi? C'est phosphoryler le récepteur. C'est-à-dire, quand on le phosphoryle, il sera actif, il va activer des protéines. Et là, donc, le couplage, il y a toujours une manière pour dire que cette signalisation va commencer. Maintenant, pour les récepteurs couplés à la protéine G, c'est activer la protéine G. C'est de la recruter et de l'activer. Maintenant, pour les autres, à activité enzymatique ou couplé à une enzyme, c'est la phosphorylation, parce que j'ai des kinases, donc je phosphoryle. Maintenant, je veux intervenir sur la signalisation cellulaire, la même chose, c'est-à-dire je veux réguler. Donc je peux faire une internalisation. Internalisation, c'est-à-dire je diminue le nombre de récepteurs. Je peux dégrader les récepteurs aussi, je diminue. Donc j'aurai pas de signalisation. L'expression du récepteur, je diminue, là j'augmente. C'est-à-dire si j'ai besoin d'une signalisation importante, d'une réponse très importante, donc je serai dans l'obligation d'augmenter le nombre de récepteurs. Si j'augmente le nombre d'hormones et j'augmente pas le nombre de récepteurs, c'est-à-dire ça va dans le même sens, c'est comme si j'ai rien fait. Donc je dois avoir les deux en même temps. Si j'augmente les deux, j'aurai la formation de hormone-récepteur, le complexe hormone-récepteur, et je continue le couplage TRI qui sera avec soit phosphorylation, soit recrutement des protéines, soit une activation d'une enzyme. On verra, tout dépend la particularité de chaque voie métabolique. Ça, pour tout ce qui est récepteur.